Et on accueille Bernard-Henri Lévy, directeur et fondateur de La Règle du Jeu. Bernard-Henri Lévy, je crois qu'on vous a aperçu d'ailleurs sur les images de cette mobilisation. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur LCI. Vous êtes l'infatigable avocat de la cause ukrainienne. On reviendra, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter tout à l'heure cette députée, Lesla Vasylenko, qui était avec nous et qui a eu des mots extrêmement forts. Cette mobilisation, est-ce qu'elle était, à votre avis, à la hauteur, je parle de la mobilisation dans la rue, sur la place de la République, à la hauteur de ce qui se passe? Écoutez, j'en arrive à l'instant et c'était en effet une mobilisation très forte, oui. À la hauteur de ce qui s'est passé à Berlin, à Prague, à Tbilissi. Il y a une solidarité européenne qui est en train de s'organiser incontestablement et qui dit aux manifestants russes qui, eux, risquent la matraque et la prison quand ils manifestent, qu'on est avec eux, et qui dit aux résistants ukrainiens, comme Madame Vasylenko, que j'ai vu en effet en arrivant et que je connais bien, qui dit à Madame Vasylenko aussi qu'elle n'est peut-être pas aussi seule qu'il lui arrive de penser. Oui, et on verra tout à l'heure ce que vous pensez du message qu'elle nous a passé. Mais on vous a reçu sur LCI depuis le début du conflit. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Je suis ébahi par la résistance des Ukrainiens, par leur héroïsme, par ce jeune président qui défie Poutine, qu'on voit dans les rues nu-tête, qui trouve encore l'esprit et l'intelligence d'avoir des mots « fermer le ciel », par exemple. C'est une phrase terrible et sublime en même temps. Il a appelé au secours les Occidentaux en disant « fermez le ciel », oui, c'est-à-dire venez neutraliser le ciel. Un homme capable, dans l'état de détresse, de désespoir où il se trouve, cet homme qui vient d'échapper à 3 tentatives d'assassinat, qu'il trouve encore l'esprit de... 3 tentatives quand? La semaine dernière, Vladimir Poutine, faute d'avoir gagné la guerre en 3 jours comme il l'imaginait, a lancé 3 tentatives d'assassinat ciblé de Zelensky. La chose est attestée désormais, elle est documentée. À 3 reprises, il a tenté de liquider. Mais vous savez, c'est comme ça que fait Poutine. Il a liquidé tous ses opposants. Ça a commencé avec Anna Politkovskaya, ça a continué avec Boris Nemtsov, qu'il a fait buter, non pas dans les chiottes, comme il disait pour les Tchétchènes, mais sur les marches du Kremlin. Et ça continue avec Zelensky. Ça voudrait continuer avec Zelensky. Est inatteignable pour l'instant, pour Poutine. Je l'espère. J'espère qu'il est inatteignable, oui. Pour l'instant. J'espère. Je prie pour qu'il le soit. C'est un petit miracle, ça, déjà? C'est un grand miracle. La métamorphose de cet homme, sa grandeur, cet homme que le monde entier tenait pour un clown et dont Poutine devait sans doute penser que c'était une quantité négligeable. La façon dont il s'est révélé, vous savez... on a connu des choses comme ça en France au moment de la Révolution française. Des Gavroches qui devenaient des généraux et des combattants de grande qualité. Gavroche qui devenait Hoche ou Carnot. C'est ça, Zelensky. Et là, Poutine est tombé sur un os. Il est tombé sur les résistants d'Ukraine en général et leur chef Vladimir Zelensky. C'est probablement l'erreur de calcul de Vladimir Poutine. Il ne devait pas s'attendre à ça. On le voit là, Zelensky, qui est dans son bureau. Il a tenu à se filmer aujourd'hui parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait pu fuir en Pologne. Donc il a pris le soin de poster cette vidéo pour dire « Non, je suis dans mon bureau, je n'ai pas fui ». Et il a eu d'ailleurs cette autre phrase admirable. Et dans ces moments-là, vous savez, dans ces moments où on est saisi par l'histoire, les mots prononcés sont très importants. Quand le président américain, la semaine dernière, lui a proposé de l'exfiltrer, il lui a répondu du tac au tac « Attendez, président, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions ». Voilà, il y a quelque chose de très grand dans cet homme qui défend son pays, qui défend sa terre et, pardon, mais il défend le meilleur des valeurs de l'Europe. Vous savez, la grande chevalerie européenne qui a fait un peu l'esprit de l'Europe, elle s'incarne dans ce grand jeune homme, dans ce grand petit homme, dans cet homme apparemment chétif, apparemment frêle, et qui se révèle d'une force et d'une noblesse incroyable, ahurissante.
Alors, c'est le versant très positif de ce conflit. Le versant tragique, ce sont les images qu'on a montrées aujourd'hui, celles d'une destruction totale, Bernard-Henri Lévy. Je veux dire, les freins sont lâchés. Mais vous savez, Elisabeth Patigeau, on le savait. Moi, ça fait des années. Moi, je vais en Ukraine depuis des années et des années. J'ai eu l'honneur de m'adresser au peuple de Kiev sur le Maïdan. Je suis allé dans les tranchées du Donbass où j'ai passé du temps avec ces hommes et parfois ces femmes qui défendaient le pays il y a un an et demi. On sait que Poutine est un destructeur de villes. On sait qu'il ne fera pas de détails. On savait que sa volonté, c'était pas d'être contre la menace de l'OTAN. Tout ça, c'est du bidon. La volonté de Poutine, il le disait, c'était d'annihiler la démocratie ukrainienne. On s'est un peu trompé au début, au tout début de la guerre. On a pris pour argent comptant les phrases, les engagements de Vladimir Poutine. Je veux démilitariser l'Ukraine, je veux en faire une zone tampon. Bah, honnêtement, et on a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait la résistance, donc on pensait qu'il ne ferait pas ce qu'il fait. Mais on sait bien, on n'a pas écouté les dissidents russes et les hommes libres et les femmes libres d'Ukraine qui nous avertissaient. On ne les a pas écoutés. Et deux, on s'est fait rouler dans la farine par toutes ces histoires de j'en ai assez d'être humilié, j'en ai assez d'être, je crains d'être agressé, l'OTAN est menaçant. Enfin, écoutez, il y en a encore qui tiennent cette thèse. Mais c'est absurde. Comment avons-nous pu entrer dans ce piège-là? Jamais la Russie n'a été l'objet de la moindre agression. L'OTAN n'a jamais pointé la moindre menace contre tout ça, c'est du bidon. Et encore une fois, Poutine n'a pas peur de l'OTAN, il a peur de la démocratie à ses portes. Qu'est-ce qu'on fait, Bernard-Henri Lévy ? On voit là le pouvoir destructeur de Poutine. Il n'y a plus aucun doute. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On continue d'armer les Ukrainiens. On continue de leur livrer de quoi se défendre, de quoi défendre leurs femmes qui accouchent dans les caves, de quoi défendre les petits garçons qui entendent le canon la nuit et à qui leur papa dit « dors, c'est le tonnerre ». On les aide davantage, on leur donne quoi. On multiplie les sanctions, on va plus loin, et puis on espère qu'il se trouvera en Russie quelqu'un pour arrêter ce cauchemar. Alors je ne sais pas si ça sera un général, il y a un sénateur si ça sera américain, une hôtesse de l'air, on verra. Il y a un sénateur américain, vous l'avez vu évidemment, qui s'appelle Lindsey Graham, qui a appelé jeudi quelqu'un en Russie à assassiner le président Poutine. Il dit il faut un Brutus qui nous débarrasse de cet homme. C'est la seule façon de s'en sortir. Moi j'espère surtout que quelqu'un en effet dira le moment venu à Vladimir Poutine que trop c'est trop, que c'est trop de carnage en Ukraine et trop d'humiliation pour la Russie. Et que cet homme qui était venu pour rendre à la Russie sa grandeur, j'ai entendu ça tout à l'heure, est en train de la traîner dans la honte. Je pense que se trouveront des hommes... Vous savez, on croyait Beria, à la mort de Staline, invincible. Les dictateurs, on les croit toujours invincibles. Jusqu'au jour où ils se trouvent dans le peuple ou dans leur entourage, les deux peuvent arriver, des hommes pour les arrêter. Et pour savoir qu'ils n'étaient forts, ces dictateurs, que de la pusillanimité de leurs serviteurs ou de la crainte de leur peuple. Mais vous voyez des indices, même faibles, des signaux faibles, comme on dit, du fait que quelqu'un pourrait s'élever en Russie contre cette folie destructrice ? L'indice, ce sont les manifestations de citoyens qui se multiplient malgré la terreur, malgré la loi. En Russie ? En Russie, oui, bien sûr. Elles ont été réprimées durement. Elles sont réprimées durement. La Douma a pris... Le Parlement russe. Le Parlement a fait cette loi hier ou avant-hier punissant de 15 ans de prison une femme ou un homme descendant dans les rues de Saint-Pétersbourg pour dire « cette guerre n'est pas la mienne ». Donc bien sûr que la répression est totale. Et pourtant, ils continuent à descendre dans la rue. Les soldats russes, il y a une image magnifique que j'ai vue tout à l'heure, dans la ville de Kherson, qui a été occupée par les Russes, par l'armée russe. Il y a un civil ukrainien qui est monté sur un char avec un drapeau sans armes, avec un drapeau ukrainien, et qui a arrêté le char ainsi. Il a parlé avec son frère, son frère d'âme russe, parce que c'est vrai que ces peuples sont distincts, ces nations et ces peuples sont distincts, mais c'est vrai qu'il y a une fraternité entre eux.
Il lui a parlé et le tankiste a fait demi-tour. Donc moi, je crois qu'il y a des indices de cela, y compris dans le corps expéditionnaire russe à qui on a raconté qu'il allait faire des manœuvres militaires et qui se découvre avec une sale guerre sur les bras et sur la conscience. Jusqu'à quand les soldats russes vont-ils accepter ça? Il y a des indices, non? Il y a des indices qui disent qu'ils pourraient un jour ne plus l'accepter. Non, mais je ne fais pas une moue pour vous dire vous avez tort. Certainement pas, je n'en sais rien. Mais je fais une moue parce que je pense à ce qui se passe sur le terrain. Et vous avez entendu donc cette députée ukrainienne que vous connaissez, Madame Vassienko, qui était avec nous longuement, et qui, elle, ne comprend pas du tout que l'OTAN renonce à faire ce que le président ukrainien demande, c'est-à-dire neutraliser le ciel de façon à arrêter les bombardements. Elle ne peut pas l'admettre, elle dit... Vous dites oui à Poutine en faisant cela et vous aurez demain la guerre sur votre territoire. Elle dit ce que disait Churchill avant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous choisissez le déshonneur, vous aurez aussi la guerre. C'est littéralement, elle n'a pas cité Churchill, mais c'est exactement ce qu'elle a dit tout à l'heure. Voilà. On choisit le déshonneur pour éviter la guerre, on aura peut-être la guerre. Et Zelensky demande une deuxième chose. Zelensky demande l'entrée en Europe, ce que l'Ukraine demande depuis des années. Là aussi, il a raison. Vous savez, quand un pays de la communauté européenne, l'Angleterre, a demandé à sortir, ça n'a pas fait... on s'est réunis tout de suite. Ça a pris un peu de temps, mais on s'est réunis, on a commencé à négocier. Là, il y a un pays qui demande à entrer, ben, il faut aller aussi vite pour le faire entrer que pour faire sortir la Grande-Bretagne. Autrement dit, il y a eu le Brexit, il faudrait, je ne sais pas, un Ukraine qui fasse que dès demain, on engage les discussions, le processus d'entrée de cette Ukraine qui est plus européenne que nous. Si les valeurs de l'Europe sont celles que l'on nous a apprises dans nos livres d'histoire et dans nos campagnes électorales, si ce sont les valeurs de la sagesse, du courage, Zelensky les incarne bien davantage que bien des leaders. Sa place est parmi nous. Mais vous ne comprenez pas le nom de l'OTAN à la demande du président Zelensky? Si je comprends quoi? Est-ce que vous comprenez? Je comprends la demande de Zelensky. Fermez le ciel, oui. L'OTAN a dit non à cette demande. Eh bien, je crains que l'OTAN ne prenne le risque d'avoir et le déshonneur et la guerre. C'est possible. Parce que je crois en effet, vous savez, le 17 décembre dernier, avant l'entrée en Ukraine, il y a eu un événement très important. La Russie a adressé un ultimatum à l'Occident, pas à l'Ukraine, et pas à propos de Marioupol, à propos de l'équilibre général et de l'ordre du monde qu'ils veulent voir prévaloir pour les prochaines années. Et le 17 décembre dernier, dans cet ultimatum, la Russie a déjà formulé l'hypothèse d'une montée aux extrêmes et d'une guerre totale avec l'Occident. Le président de la commission de la défense de la Douma, quelques jours plus tard, peut-être le 20-21 décembre, a déclaré à la tribune que si on n'entendait pas les raisons de Poutine, l'Europe et les États-Unis prenaient le risque d'être vitrifiés par des armes nucléaires. Donc, nous ne sommes pas dans la Troisième Guerre mondiale, mais elle nous a été déclarée. Poutine... Alors, est-ce qu'il est persuadé que nous sommes devenus des lâches? Est-ce qu'il est psychopathe? Est-ce qu'il est coupé de la réalité? J'en sais rien. Et d'ailleurs, j'en ai marre de faire de la psychologie sur Poutine, de me demander qu'est-ce que Poutine a dans la tête. Mais le fait est qu'il a déclaré cette guerre. Alors, il faut lui répondre avec intelligence, avec sagesse, avec mesure, mais il faut prendre acte de cette réalité. Et ceux qui s'imaginent, de ce que je vais vous dire, je suis certain, ceux qui s'imaginent que le but de guerre de Poutine, ça s'arrête au Donbass ou à la Crimée, et qu'il fait toutes ces destructions ou toutes ces horreurs pour demain dire « Allez, vous me laissez la Crimée et je vous laisse le reste », cela se trompe lourdement. Mais vous pensez qu'il peut dire « Je prends l'Ukraine, vous me donnez l'Ukraine, oui, et j'arrête ». Et est-ce que les Il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Vous pensez qu'il n'arrêtera pas à l'Ukraine? Mais bien sûr qu'il n'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui sont... Mais là encore, il faut écouter... Il va aller après l'Ukraine, il ira au-delà, c'est sûr pour vous. Il y a des déclarations de Poutine, des déclarations des gens qui l'entourent à propos des pays baltes ou à propos de la Pologne.
qui laisse le pire à craindre. Et l'OTAN réagira dans ces cas-là? L'OTAN réagira pour ceux des pays, ceux de ces pays qui sont de l'OTAN. Tous ne le sont pas. La Finlande, qui est encore une autre histoire, ne l'est pas. La Suède non plus. Donc on verra. Mais je suis convaincu que l'histoire d'occuper l'Ukraine parce qu'elle a toujours appartenu à la Russie, d'abord c'est faux. C'est une insulte à l'histoire, c'est du révisionnisme historique, mais c'est là encore un coup de bluff. Mais est-ce que vous pensez que les Occidentaux peuvent être tentés de laisser le terrain conquis à Poutine pour arrêter la guerre, quelles que soient les intentions de Poutine après? Bien sûr qu'ils sont tentés. La tentation munichoise, elle est de tout temps. Elle est là, elle rôde, mais il faut y résister. Il faut résister à cette tentation munichoise. La tentation de dire... Il faudra bien négocier. Qu'ils prennent l'Ukraine et qu'on en finisse, cette tentation-là, c'est la tentation de la veulerie, c'est la tentation du déshonneur, mais c'est aussi en termes de pur réel politique, c'est une erreur considérable parce qu'il ne s'arrêtera pas là. Il ne s'arrêtera pas là. Moi, je le dis encore une fois, depuis des années. Quand je suis rentré de mes reportages au Donbass, je l'ai dit sur tous les tons. Je me suis époumoné, comme aujourd'hui, place de la Bastille. J'ai perdu ma voix, mais je me suis époumoné à dire cela, qu'il y a désormais aux portes de l'Europe un homme qui a décidé de reconstituer l'ancien empire russe et pas forcément l'Union soviétique. Voilà, nous sommes au seuil de la réalisation de son ambition terrifiante. Vous avez une voix effectivement un peu amoindrie, mais votre message est toujours aussi fort. Merci d'avoir porté en direct sur LCI, Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bien sûr, Aude Gier, Diane Orto, Laura Berlioz et bien d'autres. Merci et bonne soirée sur LCI. Elle continue avec Darius Rochebain, bien sûr. Rendez-vous à 20h. Bonne soirée.